Et il se passe quoi dans 5 ans? Dans 5 ans, on a des vidéos générées qui sont tout à fait plausibles. C'est l'argument de concentration des pouvoirs. C'est que si on a dit, il y a 3 acteurs qui ont le droit de faire du modèle génératif, ces 3 acteurs, en fait, ils ont une concentration des pouvoirs absolument gigantesque. Donc ils sont faciles à contrôler, mais c'est eux qui finissent par contrôler les autres. Ouais. La France se transforme progressivement pour éviter de trop importer de la puissance de cap. Il y a beaucoup de tâches sur le tertiaire lui-même qui commencent à pouvoir s'automatiser. Où est-ce qu'on va après le tertiaire? Quelle tâche cognitive va être demandée? Bienvenue à tous dans ce premier épisode de Dialogue Machine, un podcast qui vous est proposé par Actu.IA et mis à disposition sur cette chaîne, mais aussi sur les plateformes de podcast habituelles pour une écoute audio. Dans ce premier épisode, je tenais à m'entretenir avec Gaël Varocco, dans le cadre du rapport sur l'intelligence artificielle soumis récemment au gouvernement. Au-delà de sa contribution sur ce rapport, Gaël est directeur de recherche à l'INRIA. Ses recherches couvrent les principes fondamentaux de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage statistique, du traitement du langage naturel, de l'inférence causale, ainsi que des applications sur la santé. Il a cofondé Scikit-learn, l'une des boîtes à outils de référence en machine learning, et il est aussi aujourd'hui conseiller scientifique chez Probable. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. J'avais envie de discuter avec toi sur ce rapport qui a été soumis à la France, IA. Notre ambition pour la France, t'as le magazine juste ici, le magazine ou en tout cas presque un livre. Mais non, je pense qu'il y a beaucoup de questionnements intéressants, de propositions intéressantes là-dedans. Et ce que je voulais qu'on voit ensemble avant de rentrer dans le vif du sujet, de voir certains des sujets principaux qui sont abordés, c'est comprendre un peu le contexte dans lequel il a été proposé. Notamment, je pense aussi au rapport Villani qui avait été déjà proposé il y a 15-5 ans maintenant, je crois que c'était en 2019, non, le rapport Villani? Je crois, c'est ouais. Il y a également le EU AI Act qui est assez récent également. Donc j'aimerais bien comprendre un peu comment est-ce que ce rapport, cette proposition au gouvernement se situe par rapport à tout ça. Donc déjà par rapport au rapport Villani, c'était il y a 5 ans le rapport Villani, donc il s'est passé des choses. Donc on peut dire d'une certaine manière c'est un update, mais aussi on avait envie de prendre le problème d'une manière légèrement plus reculée. C'est-à-dire que le rapport Villani était un petit peu plus centré sur la recherche et la technologie, et c'est normal parce que c'était il y a 5 ans. De nos jours, on a quand même une technologie qui s'immisce dans le quotidien à la fois de tout le monde, mais aussi des rapports internationaux, économiques et autres. Et donc, on a pris un point de vue qui est plus centré là-dessus. D'ailleurs, les membres du comité, on était assez peu à être informaticiens. Okay. Et c'était pas forcément une mauvaise chose. T'étais un des profils les plus techniques, peut-être? Voilà, il y avait en profil technique, il y avait aussi d'autres profils très techniques, mais travaillant dans des boîtes. Donc, en termes d'universitaire, j'étais le seul profil technique universitaire. Et sinon, vis-à-vis de React, c'est quelque chose de différent. Bon, déjà, c'est un cadre régulatoire. Quel n'est pas notre rapport? Notre rapport, c'est un cadre de recommandation de politique générale qui va avoir des liens avec le régulatoire, mais on n'est pas du tout en train d'écrire la loi. On est vraiment en train de faire une analyse qui, on espère, va se transformer en des actions publiques, dont une partie sera une doctrine régulatoire, mais pas uniquement. Et ensuite, donc le AI Act... Ça peut amener à certaines régulations, en fait, par les réflexions qui découlent du rapport, mais c'est pas directement ces recommandations qui sont faites dans le rapport. Tout à fait. Et on n'écrit pas la loi, hein. On n'est pas là pour ça. Et ensuite, on est vraiment en train d'éclairer une doctrine générale d'écriture de loi. C'est-à-dire qu'une écriture de loi, c'est automatiquement quelque chose qui prend du temps. Et nous, on est en train de donner des grilles de lecture dont on pense qu'elles sont importantes pour cette écriture de loi. Et puis ensuite, le AI Act, il est quand même assez vraiment centré sur certains aspects de l'IA qui sont vraiment effectivement le contrôle régulatoire de l'IA, alors que nous, on prend un point de vue qui est beaucoup, beaucoup plus général. De l'investissement, de la stratégie, où est-ce qu'on va... Donc on est... Et sinon, en termes de chronologie, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que l'AI Act était essentiellement fini quand on a commencé notre travail. Oui. Donc, vous avez déjà ça en tête lorsque vous avez commencé à y réfléchir? Tout à fait. Donc, on avait vraiment en tête que l'AI Act étant fini, on n'allait pas prendre des positions fortes sur des choses que l'AI Act avait traitées, puisque c'était quelque chose de passé. Ok. Qu'est-ce qui a changé, d'après toi? Comment est-ce que tu décrirais qu'est-ce qui a changé en IA depuis le rapport Villani? En fait, quand j'y pense, on pourrait parler de beaucoup de choses, mais je pense qu'il y a eu un moment que beaucoup de monde a en tête, c'est le moment de ChatGPT. Et alors, je pense que ce qui a vraiment changé, c'est que ce moment, il a amené la conversation. Il a beaucoup changé la conversation.
C'est-à-dire que techniquement, on peut dire il y a eu une continuité, mais l'arrivée de ChatGPT que tout le monde pouvait utiliser, ça crée une rupture. Ouais. Puis ça inclut de nouvelles personnes, de nouveaux acteurs qui n'étaient pas moins inclus en fait avant aussi. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on peut avoir Monsieur Tout-le-Monde qui se saisit de cet objet, qui se dit « Oula, ça fait quelque chose ». Après, sinon, moi, je suis quelqu'un qui croit que c'est beaucoup des continuités, c'est pas des ruptures. Et donc, en fait, depuis le rapport Villani, on a eu en fait une continuation. Alors, ce qui est impressionnant, c'est que cette continuation, elle s'est pas arrêtée. C'est qu'on a vu les systèmes s'améliorer, et s'améliorer, et s'améliorer. Mais donc, ce qu'on voit, c'est que l'IA devient pertinente dans beaucoup plus de sujets et avec beaucoup plus de modalités de données. Mais pour moi, c'est une continuation. Pourquoi est-ce que tu penses qu'une continuité technologique, ça a été perçu par le grand public ou même j'ai l'impression même par les universitaires dans un sens, parce que j'ai l'impression qu'on a changé. Enfin, il y a un moment donné où on a vu une rupture même au niveau universitaire sur comment est-ce que les gens percevaient les potentiels qui allaient avec. On le voit même sur les cours de la bourse. Donc on a même technologiquement, on peut se dire c'est juste une progression incrémentale. Et en même temps, sur tous les autres aspects qui ne concernent pas forcément la science ou la technologie, on a l'impression que c'est une rupture. Comment t'expliques ce paradoxe ? Alors, je pense que la vraie rupture, elle est très importante, il ne faut pas la négliger, c'est d'avoir mis un objet dans les mains de tout le monde. C'est ça qui s'est passé. Et ça, c'est fascinant. C'est hyper important. Et c'est important aussi pour les universitaires. C'est-à-dire qu'on peut aller jouer avec ça. Il y a une différence entre entendre parler de quelque chose et l'avoir dans ses mains. Et là, on l'avait dans notre main. Ça, c'est un truc crucial. C'est le moment où tout le monde pouvait jouer avec publiquement. On allait sur son navigateur et on pouvait vraiment se rendre compte de ce que ça permettait, quoi. Est-ce que ça change aussi la manière dont on peut percevoir l'utilisation de l'IA ? Je m'explique, dans le sens où quand on imagine avant les méthodes classiques d'utiliser en data science, en machine learning, la manière dont il y avait tout un protocole sur comment faire un entraînement, comment faire l'évaluation, comment s'assurer qu'on peut le déployer correctement. Aujourd'hui, et c'était souvent des personnes familières avec le machine learning et la data science qui faisaient ce genre de choses. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a passé un cap où c'est aussi des développeurs logiciels qui n'étaient pas forcément formés à la data science qui maintenant vont utiliser ce genre de modèle via l'open source, notamment l'open source. C'est ce qui fait qu'on passe beaucoup plus rapidement d'un modèle à disposition vers un déploiement dans une application finale. Ici, est-ce que tu as l'impression que, du coup, qu'il y a un changement dans la manière de déployer les modèles en règle générale ? Alors, côté science, mais aussi côté très pratique. Je sais que tu es très familier aussi avec la santé. Donc, est-ce qu'il y a des changements, notamment avec la santé, je sais qu'il y a des questionnements sur est-ce qu'on peut déployer des chatbots, par exemple, pour faire de la recommandation à des patients. Comment est-ce que ça se passe à ce niveau-là, l'évolution des méthodes ? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de questions dans ce que tu dis. Donc, peut-être on va parler d'abord, on va commencer d'un point de vue technique. Et d'un point de vue technique, il y a une évolution. C'est que de nos jours, sur beaucoup de choses, on a les modèles préentraînés. Ça n'a pas commencé avec ChatGPT, ça s'est beaucoup créé d'abord en vision. Et c'est crucial et ça change techniquement les choses. Ça fait que on a moins besoin potentiellement de faire un entraînement compliqué. On peut plus prendre des choses directement sur l'étagère. On a vu même des boîtes se créer autour de ça. C'est la base de leur business model. Ouais. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça change, j'aurais envie de dire ça simplifie la complexité. Mais en fait, ça la change aussi. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une autre complexité. On se retrouve, en fait, c'est des modèles qui sont potentiellement plus gros. On parle beaucoup des gros modèles de langage, mais dans gros modèles de langage, il y a gros. Et gros égale de la difficulté de déploiement. Donc, d'une certaine manière, c'est amusant. C'est-à-dire qu'on est passé d'une difficulté d'entraînement à une difficulté de déploiement. Et ça, on l'a beaucoup vu. Alors après, on a aussi un tissu économique et logiciel qui se crée, qui ne fait que se créer, que se renforcer depuis 15 ans, et qui, en fait, facilite ou rend possible. Et pour moi, mon point de vue, c'est que, mais en fait, il y a 15 ans, on avait déjà des gens qui passaient du logiciel à la data science, et qu'en fait ça s'est toujours fait. C'est même il y a 15 ans, en fait, il y avait presque personne qui était formé en data science. De nos jours, il y a des gens qui sont formés en data science. Et donc moi, un truc dont je suis convaincu, c'est que la data science, c'est comme la plupart des disciplines techniques, elle se révèle vraiment quand elle est mise en lien avec quelque chose qui est utile. Donc une connaissance de l'utilisateur qui va dépendre du métier.
En banque assurance, c'est pas exactement la même chose qu'en santé, même si d'ailleurs il y a des liens, il y a des notions de risque dans le futur. En photo, donc parce qu'il y a toute la vision par ordinateur qui a une grosse importance en photo numérique. À chaque fois, il va falloir qu'on fasse le pont entre différents métiers. On va dire le spécialiste en génie logiciel, la personne qui comprend la science des données, la personne qui comprend l'application. Et plus on arrive, de mon point de vue, à faire que ces ponts ils soient bien faits, peut-être même qu'on va mettre une personne qui va connaître 2, voire 3 des aspects, et bien plus on va avoir des chances de succès. Et donc l'enjeu depuis 15 ans pour moi, c'est de faire des technologies qui permettent d'établir ces ponts. C'était vrai avec les modèles à l'ancienne, c'est vrai avec les nouveaux modèles. Ce rapport, est-ce que la raison pour laquelle il existe, c'est aussi parce qu'il y a ces gros modèles de langage? Est-ce qu'il s'applique aussi, ou est-ce que aux méthodes classiques on en parle, et t'en parles aussi sur le fait que aujourd'hui les modèles finalement de machine learning toujours utilisés, c'est des régressions linéaires, le plus utilisé, le plus déployé, malgré tout. À 95%, je ne sais pas si le chiffre est exact, mais on peut prendre ça comme référence et se dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être seulement 1 ou 2% de ces gros modèles de langage qui sont vraiment utilisés en production. Et pourtant, c'est sur ces 1 ou 2% que j'ai l'impression que tout le monde en parle. Et donc, ma question, c'est par rapport à ce rapport-là, est-ce que vous avez focalisé le rapport sur l'IA générative en elle-même, ou est-ce que ça englobe beaucoup plus de choses ? Donc, si on reprend le début de la commission, il y avait un flou, c'est-à-dire que il y avait parfois le mot commission, l'IA générative qui était mis en avant. Ouais. En plus, on se rend compte que les gens ne savent pas forcément ce que ça veut dire. Que IA générative, ça ne veut pas forcément dire modèle de langage, modèle pré-entraîné ne veut pas forcément dire modèle génératif, etc. Donc, on a été beaucoup à pousser pour que le point de vue soit pris de façon plus générale. Déjà parce que les frontières ne sont pas claires dans la tête des gens. Et ensuite parce que on veut faire un rapport qui est général, considère l'ensemble des problèmes. Et on a touché de temps en temps des problèmes qui sont des problèmes du numérique et pas uniquement de l'IA. Et ensuite parce qu'on fait un rapport qui n'est pas obsolète dans quelques années. Et bien entendu, l'IA générative ne va pas disparaître, mais d'autres choses vont prendre de l'importance. Si on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais savoir quel est dans ce rapport-là. Est-ce qu'il y a déjà un passage ou une section qui te semble être peut-être la plus importante? Est-ce qu'il y en a une en particulier qui t'a marqué pendant la... Non, mais on a chacun nos biais. Donc moi, j'ai des trucs qui sont hyper importants pour moi. Après, le rapport, on l'a écrit... et on est vraiment, c'était vraiment important pour nous. On l'a écrit de façon à ce qu'il soit lisible étape par étape. C'est-à-dire que si tu prends les 6 premières pages, tu auras déjà des messages hyper importants. Ça a été résumé, mis de façon haut niveau. Et puis après, très vulgarisé voilà. de ce que j'ai vu. Ouais. Il y a un travail d'explication qui nous paraissait crucial. Le but, c'est de parler à tout le monde. Moi, c'est pas une blague. Je l'ai filé à ma mère. Il faut que je vérifie qu'elle a lu et je vais lui refiler. Non, mais je pense qu'il est bien écrit et je suis pas en train de m'envoyer des fleurs parce que c'est pas moi qui ai tenu la plume. Je pense qu'il est vraiment bien écrit. Je pense il faut qu'il parle à tout le monde. Et c'est d'ailleurs, c'est un vrai sujet parce que les questions qu'on se pose, en fait, c'est IA et société. C'est vraiment ça les questions qu'on se pose. Et quand on prend du recul sur IA et société, le sujet société, il est très important. Et le sujet société, ça veut dire embarquer et acculturer tout le monde. On ne veut pas qu'il y ait de laissé pour compte de l'IA. Ça, c'est un vrai sujet, un sujet qui est très important. On y croit tous à fond. Donc, ce rapport, il est fait pour tout le monde. Commencer au début, on explique simplement, sans que ce soit faux. On est beaucoup à l'avoir relu en disant une simplification, mais pas une simplification à outrance. Et après, on parle de tous les enjeux. Et c'est quoi, tu parles justement de cette acculturation, c'est quoi ton point de vue sur comment est-ce que les gens aujourd'hui perçoivent l'IA? Est-ce que ça a évolué depuis... Alors ça a forcément évolué depuis 1 an, est-ce que tu as l'impression que ça a évolué dans la bonne direction? Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a un gros travail encore à faire, mais c'est quoi un peu ton ressenti toi là-dessus? C'est compliqué en fait. En fait, je pense que c'est une question. On est très biaisé aussi, voilà. Sachant qu'on est dans le domaine, donc il y a. C'est pas uniquement qu'on est dans le domaine. On habite tous les deux Paris. On est probablement entouré de gens qui ont fait des études longues. Et donc il y a en gros ce gros danger, c'est d'être dans notre bulle. Et donc la vraie question, effectivement, c'est très bien, mais l'IA est perçue et va avoir un impact comment pour tout le monde, pour toute la France.
pour toute la France, pour toutes les professions, etc. Donc, est-ce que ça évolue dans la bonne ou mauvaise sens? Je ne sais pas. Probablement la bonne, parce que je pense que les gens se saisissent du sujet de plus en plus. De plus en plus, on en parle. Il ne faut pas que ça se transforme en une peur irrationnelle. Ça, c'est l'un des scénarios futurs, c'est une peur irrationnelle. On a un objet nouveau, comme la voiture, hein, parce que dans le passé, la voiture, à juste titre, a été vue comme dangereuse. Elle l'est d'ailleurs. Donc, on a un objet nouveau, comme la voiture, il peut être extrêmement utile ou dangereux, et la question, c'est comment est-ce qu'on l'utilise bien? Et comment est-ce que tous les acteurs l'utilisent bien? Donc, je pense qu'on évolue. C'est-à-dire que typiquement, ChatGPT, en fait, c'est assez fantastique parce que ça fait évoluer les gens, mais aussi d'en parler. On en parle de plus en plus. Après, il y a des méfiances qui, pour moi, sont légitimes. On pourra en parler. Mais il y a des méfiances et il faut... Je veux pas dire, il faut pas les laisser s'établir. Elles ont le droit de s'établir, les gens ont le droit d'être méfiants. Mais ce qu'il faut pas laisser, c'est la communication se briser. Pourquoi est-ce que tu penses que les gens sont méfiants? Alors bon, là je vais répondre à titre personnel, même si c'est partiellement présent dans le rapport. Mais ce qu'on a, c'est qu'on a une évolution des moyens technologiques, donc une évolution de la vie de tous les jours. Dans ces évolutions, faut être honnête, il y a toujours des gagnants et des perdants. Donc le rôle de la société, c'est de limiter ça, c'est de faire en sorte que les gens qui pourraient perdre, on compense. On parle dans le rapport de sujets de formation continue, de sujets d'acculturation, de sujets d'accompagnement. C'est des choses qui sont extrêmement importantes pour nous. Mais ce qu'on voit, c'est que naturellement, il y a des acteurs comme toi et moi, qui sont des acteurs de la tech, qui pourront naturellement émerger comme des gagnants parce que c'est notre ADN absolu. Et il y a des acteurs qui ne sont pas des acteurs de la tech. Donc, ils ont un pas à faire. Donc, moi, je trouve ça fantastique parce que je pense qu'on construira l'avenir en travaillant avec des acteurs métiers. Des acteurs de la santé, mais de l'audiovisuel, de tout. Mais naturellement, il faut voir que si on ne fait pas attention, il peut y avoir un rapport de force à la technologie qui est inégal. Pour continuer un peu sur cette thématique, sur la partie emploi, il y a une section qui en parle. C'est un sujet qui revient énormément. Il y a une réflexion moi, que je m'étais faite une fois et j'avais publié à ce sujet-là. Ce que je disais, c'était que ces modèles de langage, ils exprimaient quelque chose qui, pour moi, se rapprochait d'un système 1 de la cognition. Et ils n'étaient pas forcément encore au système 2 et que, du point de vue de l'emploi, c'était un peu de cette manière-là qu'on pouvait un peu le réfléchir et se dire que l'IA, au sens large, va évoluer au fur et à mesure vers des modules qui sont capables de reproduire le système 1 de la pensée et qu'il y avait peut-être une importance du coup à se diriger vers le système 2. Donc avant de parler plus spécifiquement du rapport, j'avais bien envie d'avoir ton opinion là-dessus sur comment... est-ce que l'IA peut déjà être attachée à certains éléments de la cognition humaine et si oui, lesquels, et est-ce que qu'est-ce que ça peut nous apprendre sur le futur de l'emploi? Donc, les deux parties de la question sont bien liées, effectivement. Donc, IA et cognition humaine, oui, alors pendant en fait assez longtemps, j'ai travaillé en neurosciences et en cognition humaine. Donc oui, et particulièrement, alors moi je suis pas forcément très fan de la dichotomie système 1, système 2, mais par contre, particulièrement sur les systèmes perceptifs, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire qu'il y a des parallèles assez profonds entre, par exemple, de la vision par ordinateur et de la vision humaine, et des parallèles qui se retrouvent y compris dans les architectures, les représentations neurales. Il n'y a pas de magie derrière ça, c'est qu'en fait, la vision, ça cherche à résoudre le problème de comprendre des images naturelles. Les images naturelles, ça a des structures très précises et on a des systèmes qui s'adaptent à ces structures. C'est un peu fondamental, ça vient de la structure des images. Donc, on voit des parallèles assez forts. C'est des choses sur lesquelles j'ai travaillé, donc je connais bien, entre le cortex visuel et des architectures neurales. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une grande variabilité dans les architectures neurales, mais il y a quand même des choses qui reviennent. Et ces choses qui reviennent, c'est ces choses qu'on retrouve dans le cortex visuel. C'est le cas pour le cortex visuel, est-ce que c'est le cas pour la compréhension du langage? Alors, j'avoue que je suis moins expert là-dessus, entre autres parce que j'ai décroché, j'ai arrêté de faire des neurosciences au moment où les gens se sont beaucoup intéressés là-dessus. Donc, je ne pourrais pas te répondre. Je sais qu'il y a des gens sur Paris qui pourraient te répondre parfaitement à ça, mais je ne pourrais pas te répondre. Après, pour
pour revenir sur ta question, en gros, où est-ce que l'IA fait des progrès, fait moins de progrès? Effectivement, en IA, j'ai envie de dire de la vie de tous les jours, effectivement, c'est en perceptuel au sens large que l'IA fait des progrès de dingue en ce moment. Et effectivement, en problème de type planification, raisonnement, on n'a pas les mêmes percées. Ce qui ne veut pas dire qu'elles ne seront pas là demain. Mais à l'heure actuelle, on ne les a pas. Ce qui est quand même intéressant, et moi c'est quelque chose que j'apprends au cours des années, c'est la quantité de problèmes qu'on peut résoudre au jour le jour en résolvant du perceptuel très avancé. Le langage, c'est du perceptuel très avancé. Donc ouais, ça m'interpelle. Tu penses qu'on pourrait voir quelque chose de similaire sur la planification se passer que ce qu'on a eu sur ChatGPT, dans le sens où technologiquement on avance de manière incrémentale jusqu'à un moment où on franchit un cap où tout le monde se rend compte que maintenant on peut utiliser ce genre de modèle pour quelque chose de complètement nouveau. En tête, j'ai bien sûr en tête les agents ou même la robotique, si on pousse même si je pense qu'il faut d'abord qu'il y ait des agents virtuels avant qu'il y ait des agents physiques. Mais est-ce que tu penses que on pourrait observer une rupture de ce type? Alors bon, déjà, je suis pas compétent dans ce domaine, mais ce que je note, c'est qu'on a une augmentation des investissements absolument monstrueuse. C'est-à-dire qu'en termes de temps, on voit qu'il y a des accélérations, mais ces accélérations, elles s'accompagnent d'augmentation des investissements. Donc une augmentation des investissements, ça fait que ça a plus de chances d'avancer. Donc moi, je m'attends à des progrès, il y a des progrès et il y en aura encore. Déjà parce que ces technologies, même si les problèmes sont différents, finissent par s'enrichir. Mais ensuite, parce que de toute façon, on a plein de gens qui travaillent là-dessus. Alors après, à savoir si on va avoir une percée comme celle qu'on a eue, je ne sais pas. Et dans le rapport, on dit très clairement, on n'a pas de boule de cristal. Moi, je me méfie si on vient en arrière et qu'on regarde des prédictions, il y en a eu beaucoup de fausses. En fait, il y a eu des promesses qui ne se sont pas réalisées et il y a eu des non-promesses qui se sont réalisées. Donc, difficile. T'en as en tête des promesses qui ne se sont pas réalisées. Il y a 10 ans, quand je prenais un taxi, je disais au chauffeur, c'est quoi votre plan de carrière, les voitures autonomes, etc. Oui. Parce qu'on disait tous que dans 5 ans, donc il y a 10 ans, on disait que dans 5 ans, on aurait les voitures autonomes. Maintenant, les experts du domaine disent, ça va prendre un petit peu de temps quand même. Voilà, donc ça, c'est un bon exemple de promesse où on s'est trompé. On peut analyser pourquoi on s'est trompé. Et puis, les modèles de langage, on n'avait pas forcément vu. C'est fascinant ce que ça peut faire. Et je crois qu'il y a 10 ans, on en parlait beaucoup moins. Simplement une question avant de repasser sur le rapport et sur l'emploi. Sur la partie système 1, système 2, c'était quoi la critique que tu avais exactement? Je trouve que c'est assez dichotomique et je trouve que c'est... quand je travaille avec des gens de la cognition, il y a quand même beaucoup plus de sujets. Les sujets, par exemple, des sujets qui sont très importants, des sujets comme les sujets de l'attention au sens large du terme. Où est-ce que je dirige, où est-ce que je donne mes ressources. Je trouve que c'est une grille de lecture intéressante, mais c'est pas la seule. Et si on regarde l'organisation du cortex, du néocortex, autant il y a des organisations cognitives qui se reflètent. On va avoir du moteur, on va avoir du perceptuel, on va avoir, alors effectivement, dans les zones un petit peu plus abstraites, c'est plus difficile d'avoir des séparaisons très, très fortes, mais on va avoir du social, on va avoir ce qu'on va appeler du contrôle exécutif, autrement dit, décider de ne pas faire quelque chose ou décider de faire quelque chose. On va avoir bien entendu de l'attention, les systèmes intentionnels, c'est extrêmement important. C'est qu'est-ce que je décide inconsciemment de processer comme information. Et ça a lieu à tous les niveaux, mais dans les niveaux plus abstraits, c'est important. Donc, je pense que c'est une grille de lecture intéressante, mais il ne faut pas se limiter à ça. Si on revient sur le rapport, du coup, sur un peu ce qui est recommandé, est-ce que tu peux résumer en quelque sorte sur la position un peu du comité sur la partie emploi et l'intelligence artificielle? Alors, je n'ai pas été dans le sous-groupe, mais c'est pas grave. Donc, sur ce que tu as dit avant, donc la grille de lecture qu'on a, c'est une grille de lecture non pas en termes de métier, mais en termes de tâches. C'est-à-dire qu'un métier, c'est généralement fait de beaucoup de tâches différentes. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a certaines des tâches qui vont se transformer, qui vont être absorbées par l'IA. Mais ce qu'on dit surtout, c'est que, au contraire, il faut s'en féliciter, il faut adapter nos métiers. On va prendre... Moi, quelque chose que j'aime beaucoup dire, c'est plus moi que le rapport, c'est que on prend le secrétariat. On peut se dire les ordinateurs ont supprimé le boulot de secrétariat. Mais oui, il s'est transformé. C'est-à-dire qu'on a plein de gens qui font du boulot administratif qui ne correspond pas à taper une lettre qu'on nous dicte. Ça n'est plus fait, mais qui est quand même très, très présent.
Donc ce qu'on a vu, c'est que le métier s'appelle différemment, la fonction est toujours présente et ses tâches au jour le jour sont différentes. Donc ce qu'on pense, c'est que sur beaucoup de métiers, on va en fait avoir un changement des tâches. Donc ça, c'est pour l'évolution des métiers. Après, une question qui revient tout le temps et qui est pertinente, c'est va-t-on vers une grande destruction d'emplois ? Et donc, la réponse macro, c'est que au fur et à mesure, donc on a une augmentation de productivité due en fait à l'utilisation d'un outil nouveau qui est ici l'IA. On a une augmentation de la consommation, c'est-à-dire que fondamentalement, on a plus de demandes qui va avec cette augmentation de productivité. Donc, oui, pourtant, on augmente la productivité de chaque individu. Donc, on pourrait se dire, du coup, on a besoin de moins d'individus pour faire la même chose, mais du coup, finalement, on augmente aussi le besoin au même temps, et du coup, ça se stabilise. C'est ce que la macroéconomie, y compris empirique, en observant les choses, nous dit. Est-ce que tu penses que ça pourrait... Est-ce que tu penses qu'il y a quand même un déséquilibre qui pourrait être créé si la productivité possible d'un ensemble d'individus augmente plus vite que la demande ? Est-ce que c'est quelque chose qui est imaginable ou pas ? Alors, je suis pas macroéconomiste. Ce que je pense, en fait, ma grille de lecture à moi, c'est que l'échange de biens et de services, c'est quelque chose qui s'est toujours reconfiguré. C'est-à-dire, si on revient 200 ans en arrière, les enfants, ils traînaient dans la boue, etc. De nos jours, ils sont à l'école, ils font des choses qui les enrichissent et les développent. Et en fait, on investit une part de notre argent, ce qui collectivement dit on a une division des tâches qui est différente dans ce genre de choses. Les sociétés mettent pas leurs sous du tout dans les mêmes choses. Et donc moi ce que je pense, c'est que quand l'IA va de plus en plus s'installer et que la société va réagir en se reconfigurant, en fait ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir des postes de dépenses, mais donc en gros des pans de la société qui vont grandir. Et donc ça c'est une vision qui est à la fois très macro et qui est long terme. Et ça encore une fois c'est ma vision, je ne crois pas qu'on ait traité de ça dans le rapport. Mais l'histoire nous montre quand même que les choses se passent comme ça. Et je refais ici une boucle du coup sur la partie cognition dont on parlait tout à l'heure. Parce que si à un moment donné, je pense que c'est un peu marrant même quand on prend un peu de recul, des fois j'ai cette réflexion à me dire, il y a eu un moment donné où on est passé du secteur du secondaire au tertiaire. Voilà. Aujourd'hui, on constate une accélération sur le marché du tertiaire de l'automatisation, où il y a beaucoup de tâches sur le tertiaire lui-même qui commencent à pouvoir s'automatiser. Ce qui du coup fait demander où est-ce qu'on va après le tertiaire. Est-ce qu'il y a un nouveau secteur qui se crée ? J'ai pas l'impression que ce soit le cas. Et du coup, j'ai l'impression que du coup, ça change un peu les tâches que les personnes vont faire. Et du coup, potentiellement, et c'est là où ça reboucle avec la discussion qu'on avait juste avant sur quelle tâche cognitive va être demandée. Et donc, est-ce que ça va demander de plus en plus d'études de trouver sa place sur ce secteur-là ? Ou est-ce qu'il réussira à avoir du travail pour tout le monde sans forcément avec un niveau d'études avec plus 5 par exemple pour trouver un emploi sur ce marché-là ? Quelque chose que tu dis qui est intéressant, c'est que l'IA est une révolution technologique assez nouvelle parce qu'elle impacte les métiers du tertiaire, ce qui n'a pas trop été le cas historiquement. Et qu'on soit clair, de mon point de vue, c'est l'IA, oui, mais l'IA comme continuité de la révolution numérique. Et donc toi, tu me dis, en gros, il y a de plus en plus de tâches cognitives qui vont être facilitées par l'IA. Et moi, je voudrais dire, il faudrait qu'on ait une grille de lecture qui n'est pas que cognitive. Nos interactions, elles sont aussi sociales. Il y a des chances ne sera pas trivialisé par l'IA, c'est beaucoup de services à la personne. Où on n'a pas besoin par exemple, de faire des calculs compliqués. Enfin, plus personne ne vit sa vie en faisant des calculs. Enfin, la plupart des gens ne vivent pas leur vie en faisant des calculs numériques compliqués. Mais j'exagère un petit peu. Mais le service à la personne, il va pas être IAisé. En tout cas, s'il est IAisé, c'est avec une perte de qualité. Il y a une section, je crois, dans le rapport d'ailleurs, qui parle de ça, sur l'interaction. Alors, principalement dans le secteur du médical, avec l'interaction patient-machine, où il y a eu des tests qui ont été faits
où je crois que vous citez justement de certaines études qui a été faites sur les résultats d'une interaction avec une machine par rapport à un spécialiste. Un chatbot. Ouais. Alors là, on est dans un cas bien particulier. C'est vrai qu'il y a une question et on n'était pas tous d'accord parmi les gens qui connaissaient bien le monde de la santé à ce sujet. La question est la suivante. Donc, est-ce qu'un chatbot, si on prend en gros une consultation médicale, c'est grandement, pas entièrement, mais c'est grandement un échange. Et la question, donc comme c'est un échange de mots, la question c'est est-ce qu'un chatbot peut le remplacer ? Et donc le point de vue de certains est non, on ne va pas remplacer entièrement un médecin, mais par contre, on pourra peut-être donner accès à des premiers avis médicaux pour des gens qui n'arrivent pas à avoir un médecin rapidement. Ce qui est quelque chose d'assez différent. Hein. Ouais. On est en train de décharger le médecin de choses simples. Et donc, peut-être dans un avenir, on s'est penché sur la littérature scientifique de ce côté-là, et elle n'est pas claire. C'est-à-dire qu'il y a des résultats extrêmement impressionnants. En gros, un bon modèle de langage peut peut-être passer un examen médical, ce qui est quand même assez impressionnant. Cependant, donc ça inclut quoi exactement ? Ça inclut un questionnaire, des questionnaires juste, mais ça veut dire qu'il a embarqué beaucoup de connaissances médicales. Et des premiers conseils ou des premières orientations du patient. Voilà, ça inclut ça. Donc pas un diagnostic final, c'est plus des premiers conseils pour un patient qui arriverait pour une première consultation. On parle de ça, on parle de quand je parlais de la littérature scientifique, je parlais d'un cas assez... justement, c'est ça. C'est un cas qui est assez simplifié. C'est les questions auxquelles doit répondre... Donc oui, on n'est même pas encore sur l'interaction d'un patient et d'un chatbot. Là, voilà. on est vraiment sur du question-réponse. Mais voilà, c'est ça la question. Oui. Donc d'un côté, il y a ces résultats scientifiques qui sont extrêmement impressionnants. D'un autre côté, il y a d'autres personnes qui ont montré que dès que la situation n'était pas très canonique, dès que les choses devenaient un peu floues, les réponses mal données, etc., le chatbot, il avait beaucoup plus de mal. Ouais. Et quand on repense au travail d'un médecin, un médecin généraliste, je parle juste d'un médecin généraliste, c'est idéalement de connaître l'individu qu'il a en face, de comprendre ses biais personnels ou culturels. C'est extrêmement impressionnant ce que des personnes différentes vont décrire la même condition médicale différemment en fonction de leur culture, de leur milieu. Et donc ça, c'est crucial. Ouais. Un médecin doit s'approprier de ça, doit s'approprier de tous les autres signes. Donc, et moi, en fait, ça, c'est aussi un aparté, mais je repense à un film que j'adore, qui est le vieux Blade Runner. Et dans le vieux Blade Runner, je ne sais pas si tout le monde connaît ce passage, mais pour détecter si quelqu'un est un androïde, ils font un test qui est en fait fondamentalement un test émotionnel, et ils regardent la contraction de la pupille, et en gros un androïde c'est quelqu'un qui n'a pas d'émotion et donc il n'a pas de contraction de la pupille. Et voilà, donc en gros ce que je dis c'est que nous ne sommes pas que des ordinateurs qui ont une très bonne mémoire, nous sommes autre chose. Et donc, moi, ma vision, c'est de même que les ordinateurs ont aidé tout le monde, y compris les médecins, l'IA devrait pouvoir aider tout le monde et pas remplacer. J'ai l'impression que c'est... j'aime beaucoup d'ailleurs les travaux que Pi, que je ne sais pas si tu l'as essayé. C'est un LLM, mais beaucoup plus spécialisé sur... une interaction émotionnelle. D'accord. Je crois que c'est Inflation qui fait D'accord. ça. Ouais, non, je sais. Et ils ont vraiment orienté l'alignement dans cette direction-là. Et c'est assez... c'est vraiment, il y a vraiment un changement. Par exemple, quand on a une interaction avec Pi, du coup, pour le coup ici, qui a vraiment été pensé pour donner ce côté émotionnel sympa. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce genre de choses aussi que certaines boîtes essayent de reproduire, ce côté émotionnel dont tu parles, et qui est aussi super important dans ces interactions, quoi. Pour moi, c'est pas uniquement dans la restitution, c'est aussi dans la compréhension. C'est une compréhension multimodale. Oui. Il y a la manière dont tu vas me regarder, ce que je connais de ton contexte, etc. Ouais. Ce qui est pas pour dire que c'est impossible. On peut progresser, mais de mon point de vue, on n'en est pas là. Et puis bon, l'autre chose dont on a parlé dans le rapport, mais pas énormément, c'est le problème des hallucinations. La factualité des modèles reste un gros problème. Comment est-ce que
T'as des réflexions sur comment est-ce qu'on peut le résoudre? Alors, ce que les spécialistes vraiment de ces sujets me disent, c'est en gros, en gros, enfin, malheureusement pour moi, des plus gros modèles et vraiment des bons couplages à des bases de données, donc ce qui s'appelle le RAG. Donc vraiment, en gros, travailler sur cette attache. Après, il y a d'autres choses. Moi, j'ai travaillé sur d'autres choses, mais les gens ont bon espoir que ça s'améliore avec le temps. Ouais. Okay. Jusqu'où ça va aller, on ne sait pas, mais clairement, ce qu'on sait, c'est qu'il y a encore du progrès. Le RAG, dans ce que tu as vu, ça commence à être... Donc, beaucoup de boîtes commencent à l'utiliser. Dans la médecine aussi, c'est le cas? Alors, oui, il y a des gens qui essaient ce genre de choses en médecine. En plus, on a dit le mot médecine. Normalement, on ne passe pas en production, entre guillemets, sans des essais très propres, sans montrer en gros, qui sont des choses qui sont très très bien de mon point de vue. Alors ça coûte cher. Je pense qu'on en est assez loin de ce côté-là, en tout cas en France. Oui, parce que j'ai l'impression que notamment dans le domaine de la santé, je sais qu'en France, il y a un gros gap, notamment par rapport à d'autres pays, les États-Unis en font partie, où une grosse problématique, alors d'un point de vue data scientist, c'est bien qu'il y ait ce volet de protection, mais c'est difficile d'accéder à la donnée. Ah, ça, on en parle beaucoup et ça, c'est extrêmement important. Oui, il y a une grosse difficulté d'accès aux données. On en parle, on dit que c'est un enjeu. Et là, il y a un équilibre. Alors ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Il y a un équilibre à trouver entre le fait que la donnée personnelle, et là on parle de données personnelles de santé, c'est des choses qui concernent la vie privée. La vie privée, c'est très important. On peut se dire qu'on s'en fiche, mais ça peut conduire à discriminer les gens, par exemple, qui ont des risques de pathologies graves, qu'elles soient de type cancer, sida ou psychiatrique. Et donc, il y a un vrai enjeu, et en Europe et en France, on protège ça. Et c'est crucial, et on se bat contre ça. Donc il y a cet enjeu qui est très important. Mais il y a un autre enjeu qui est aussi important, c'est que si les acteurs de la santé, les acteurs du service public, les communs n'arrivent pas à se saisir du sujet données santé, l'énorme danger, c'est que ce sujet nous échappe. Et c'est que ce soit d'autres acteurs qui s'en saisissent. Donc ce qu'on est en train de dire, c'est que ça va se passer. Et ça, j'en suis persuadé. Ça va se passer. Et donc, il faut s'emparer du mouvement, l'accompagner pour le faire dans des bonnes conditions. Et à l'heure actuelle, on se freine quand même pas mal. Quand tu dis il faut s'en emparer, tu parles de l'État? Tu parles de la société. L'État en fait partie, mais la société. C'est-à-dire, techniquement, ne fait pas partie de l'État. Techniquement, c'est la fonction publique hospitalière. Pour moi, ce qui est important, c'est la société, c'est le commun. Dont fait partie le service public, mais le rapport ne se limite pas au service public, parce que on ne croit pas qu'il faut tout faire dans le service public, c'est pas le sujet. Par contre, ce qu'on aimerait bien, la notion que moi j'aime bien et qu'on a un peu mis en avant, c'est la notion de commun. Et ce qu'on aimerait bien, c'est faire les choses ensemble. Et l'IA est un sujet gigantesque. Et donc le sujet de l'IA et de la santé, le sujet de l'IA et des hôpitaux, c'est un sujet où il faut qu'on permette à l'IA de se déployer dans les hôpitaux français avec les données françaises. Sinon, on est perdant parce qu'elle se déploie ailleurs, elle est utile ailleurs. Et on ne peut pas se permettre de laisser passer ce tournant, quoi. Donc j'ai l'impression qu'il y a ce sujet, j'ai l'impression, sur lequel de la donnée qui est assez gros et qui touche la santé, notamment ici. Et il y a un autre point aussi, au-delà de la donnée, qui est aussi la puissance de calcul, qui est encore une autre catégorie, on va dire, aussi du rapport sur la souveraineté française là-dessus. Est-ce que tu peux nous dire un peu l'état aujourd'hui des réflexions sur où est-ce que on doit se diriger? C'est quoi un peu la stratégie que la France... En tout cas, les recommandations qui ont été faites dans le rapport, dans quelle direction est-ce qu'elles vont? Ouais, ça, je pense que c'est un sujet crucial, et peut-être qu'on peut se permettre de dézoomer. Je veux dézoomer à mort. Et le premier truc dont je veux parler, c'est l'économie numérique. Donc en France, on a un déficit commercial sur l'économie numérique qui est gigantesque. Et c'est vraiment triste parce qu'on a plein de gens brillants qui font
de l'informatique au sens large, y compris de l'IA. Ce que tu appelles déficit numérique, c'est... Un déficit commercial sur le numérique. Autrement dit, si tu regardes la balance commerciale, on va exporter du vin et on va importer des services numériques. Et en termes de c'est une bonne manière de le dire. Mais c'est la réalité. Et en termes et donc la grille de lecture, c'est l'économie numérique va croître, ne va pas arrêter de croître. On peut aimer ou ne pas aimer ça, c'est un fait, et de nos jours, ça se voit. Hein. Il y a 20 ans, on n'avait pas les téléphones portables qu'on a maintenant, et on fait beaucoup plus de choses avec. Donc on a une économie numérique qui est en croissance, et on a besoin d'acteurs de cette économie numérique. C'est l'avenir. L'avenir n'est pas que économie numérique. Dieu merci, on va continuer à consommer du vin. Mais l'économie numérique est importante. Voilà. Donc, avec cette grille de lecture-là, si on prend les services numériques et l'IA en particulier, la puissance de calcul, c'est quelque chose de très important. L'IA, de mon point de vue, on n'en parle pas assez, mais l'IA, c'est au jour le jour de la puissance de calcul. C'est le truc dont on ne parle jamais. Mais quand on va servir ChatGPT à des millions et des millions de requêtes par jour, et ben derrière ça, il y a beaucoup de puissance de calcul. Et donc, de ce côté-là, il est très important que nous pensons qu'il est très important que la France se transforme progressivement pour éviter de trop importer de la puissance de calcul. D'autant plus que on a une électricité qui est raisonnablement propre par rapport à pas mal de monde. Voilà. Donc, c'est notre grille de lecture. Et si on revient au gros mot qui est le mot souveraineté, donc le mot souveraineté, on l'a pris dans un sens échanges entre acteurs internationaux qui sont des échanges d'interdépendance équilibrés. Donc on ne l'a pas pris dans le mot autarcie. Ça n'est pas du tout ça. Et donc pour développer notre souveraineté numérique, on pense qu'il est important de progresser sur ces sujets. D'autant plus que nous avons des atouts. On l'a vu, ça c'est fantastique, on est tous les deux dans la tech, on a vu la scène tech française grandir, être reconnue à l'étranger. Nous avons les atouts, nous avons les talents. Ne laissons pas ces talents avoir leur plus-value capturée par l'étranger parce qu'on n'a pas le substrat numérique pour les déployer. Et c'est important aussi pour revenir sur des sujets d'avant, des sujets par exemple de vie privée. En France et en Europe, on a un point de vue d'essayer de garantir des choses à nos citoyens sur la vie privée, d'essayer de faire en sorte que ce ne soit pas le Far West. Mais on y arrive beaucoup mieux à ce genre de choses si on a des acteurs de l'économie. Parce que si ce sont des acteurs de l'économie qui ne sont pas soumis à ces lois, ils disent « Bon, bah, dans le pire des cas, on ne déploie pas en Europe. » Ça arrive, hein. Google ne déploie pas tous ses modèles en Europe. Donc, on a les cerveaux pour le faire, et on a puissance de calcul, où est-ce qu'on en est? On a Janzé. Alors, donc Janzé, c'est fantastique. Je suis utilisateur. Tu peux peut-être définir un peu ce que c'est Janzé pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais, Janzé, c'est le gros supercalculateur orienté IA de la recherche publique en France, qui est aussi utilisé pour la recherche par des gros industriels. Et donc, qui aide enfin, j'en fais partie, qui aide énormément de startups à commencer à utiliser des modèles d'IA et en entraîner. C'est un gros atout. C'est un objet fantastique. C'est un investissement dingue, un objet fantastique. Après, là, on parle de l'entraînement. Ça suffit pas. Donc, bien entendu, il faut ça. Il faut que ce soit bien fait. Mais ça suffit pas parce que l'entraînement, c'est la R&D. C'est pas ça qui remplit ton portefeuille. Ce qui remplit ton portefeuille, c'est la production. Et ce qui d'ailleurs, on parle de portefeuille d'entreprise, mais ce qui aussi rend service à monsieur et madame tout le monde, c'est la production. Donc la question, c'est comment on passe en production. Comment on passe en production sans dire, bon ben voilà, on a fait notre joli modèle, maintenant on va le déployer sur des serveurs à l'étranger. Mais c'est ce qu'on fait au jour le jour. Mais c'est ce qu'on fait. Ok, donc on a les cerveaux. Si on investissement dans Janzé ou dans des pas que dans Janzé justement, pas forcément parce que les besoins de servir un modèle ne sont pas les mêmes besoins que d'entraîner. Justement, si on reste sur l'entraînement, avant d'aller sur l'inférence, sur l'entraînement, Janzé aujourd'hui c'est déjà une grosse piste. Il y en a d'autres initiatives de ce style ou l'objectif c'est de grossir Janzé Janzé va s'élancer. Janzé est modernisé. Donc de ce côté-là, on va voir. Après, oui, il y en a d'autres. Je veux dire des clusters, des gros clusters de calcul
qui sont administrés par l'établissement qui opère, l'opérateur de Janzé, c'est un établissement qui s'appelle le GENSI, et il a d'autres gros centres de calcul, et c'est aussi intéressant parce qu'il y a des choix technologiques, c'est des choix technologiques pas évidents, il y a des choix technologiques qui sont faits, ça permet de ventiler un peu les choix technologiques, de regarder, d'avoir des retours, et donc de faire un petit peu d'essais, mais qui sont des essais au niveau grande échelle. Ouais. Donc il y a plusieurs supercalculateurs en France, Janzé en est un, il y en a d'autres. Janzé est principalement financé publiquement. Ok. Ma question, c'est là-dessus, par rapport à d'autres clusters américains notamment, ou dans le monde, il y en a beaucoup qui sont aussi financés de manière privée. Est-ce que là, tu vois pas une sorte de limitation inhérente au fait que ce soit quand même quelque chose de financé publiquement par rapport à si on était sur quelque chose de privé? Est-ce que là, est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre qui va pouvoir être créé de... Quelle limitation? J'ai en tête, par exemple, simplement l'investissement que va faire Google en IA, ou en tout cas qu'ils ont prévu de faire, qui est de l'ordre de centaines de milliards de... Ton chiffre doit pas être bon, mais bon, c'est pas grave. Ouais. Mais, là, on parle d'autre chose, mais qui est extrêmement important, mais qui est lié, c'est l'investissement. Ouais. Donc ça, c'est un sujet qui est important dans notre rapport. C'est l'investissement. Et parce que là, on parle de technologie, mais cette technologie, que ce soit logiciel ou matériel, elle existe parce qu'on investit dedans. On peut utiliser une voiture parce qu'on l'a achetée. Sinon, il faut la louer. C'est un autre type de dépense. Donc effectivement, quelque chose qu'on dit dans le rapport et auquel on croit vraiment beaucoup, c'est qu'il faut que l'investissement en tech sur l'ensemble de la chaîne augmente en France. Et en particulier sur l'IA, mais l'IA ne peut exister que si on a le reste. Donc ça, c'est quelque chose qui est crucial, parce que les volumes d'investissement sont monstrueux, et l'une des raisons pour lesquelles ils sont monstrueux, c'est qu'on construit l'avenir. On construit les autoroutes, les chemins de fer de l'avenir. Et ne pas les construire, sachant qu'on est dans quelque chose qui est très délocalisable, ne pas les construire, ça veut dire qu'on va devoir louer ceux du voisin. Si on passe sur la partie inférence, donc utilisation des modèles une fois qu'on sort de l'entraînement, c'est quoi ici les différentes solutions qu'on peut avoir pour garder ces modèles une fois qu'ils sont entraînés, pour les garder en France? Alors, l'inférence, en termes d'infrastructure, c'est pas les mêmes besoins. C'est-à-dire que autant une infrastructure d'entraînement, elle peut se permettre d'avoir un accès au réseau Internet imparfait, pas forcément des très très grandes bandes passantes vers l'extérieur, qui peut avoir quelque chance de subir une déconnexion ou quelque chose comme ça. Autant en inférence, on peut pas. C'est-à-dire que si par exemple on fait un service d'analyse de données médicales qu'on héberge sur un endroit centralisé, il y aura des questions à se poser de si on veut l'héberger sur un endroit centralisé ou pas. Il faut que ce truc marche. Il ne faut pas qu'il disparaisse. Si on a de la maintenance prédictive sur des Airbus, donc détecter si un Airbus a besoin d'avoir une pièce changée ou pas, on ne veut pas que ce genre de truc plante. Valable, des choses moins impressionnantes, mais du commerce en ligne, etc. Donc on est sur, techniquement ça s'appelle high availability, on est sur d'autres besoins. On est sur de l'élasticité, et donc on est sur des infras différentes. Et l'angle qu'on prend est plus un angle privé, en gros stimuler l'existence d'acteurs privés qui existent en France. OVH, on fait partie. OVH, Scaleway, NumSpot, on en a. Et on continue à penser que c'est important. Et de ce côté-là, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut que ces acteurs, ils répondent à des besoins économiques très clairs, puisque le but, c'est de stimuler une économie numérique. Donc de ce côté-là, ils ont probablement absolument besoin d'être des acteurs privés. C'est quel cas à l'heure actuelle? Si on prend le cas qui est intéressant, un cas d'étude un peu de Mistral, que tu connais aussi bien, tu connais bien Arthur Mensch aussi, je crois bien. Tout à fait, ouais. J'étais l'un des directeurs de thèse d'Arthur. Oui. Ouais, ok. Et c'est quoi un peu ton analyse de comment est-ce que Mistral a pu un peu, du point de vue, enfin, quand on est d'un point de vue extérieur, on a l'impression que c'est sorti un peu de nulle part d'un seul coup, qu'ils ont réussi à rattraper tout le monde et à se mettre vraiment en tête de peloton sur les LLM. C'est quoi un peu ton analyse de comment est-ce que Mistral a réussi à faire ça? C'est quoi les leviers qu'ils ont utilisés tout en restant une entreprise française? Déjà, ce qu'il faut voir, c'est que pour la création d'un modèle, pour la création d'une technologie, le plus important, c'est les cerveaux. C'est vraiment quelque chose de crucial. Le plus important, c'est les cerveaux.
je ressouligne qu'on a beaucoup de Français sur cette thématique. Souvent à l'étranger, souvent aux États-Unis ou au Canada, mais pas uniquement. Et donc, en fait, ce qu'on a eu là, c'est des Français qui ont décidé qu'ils allaient le faire avec une boîte française. Et après, donc, bon, bien entendu, il y a eu plus derrière. On a parlé de puissance de calcul. Donc, ils ont eu besoin de levées de fonds assez impressionnantes pour avoir la puissance de calcul qu'elle est avec. Mais ce qu'il faut voir, c'est que sur l'écosystème français au sens large, et je pense pas qu'il soit français franco-franchouillard, c'est-à-dire je connais pas parfaitement l'équipe Mistral, je suis en train de me demander s'il y a des noms français, mais ça m'étonnerait qu'ils mettent une barrière, et c'est pas ça. Ouais. C'est plus un ADN, une culture, mais c'est certainement pas dogmatique. Mais c'est plus une culture, et puis en fait tout était réuni, c'est-à-dire qu'il y a une réalisation, qu'on a une scène tech autour de la France, donc en France, mais avec des Français, etc., qui permet de faire. Donc de ce côté-là, c'est fantastique parce qu'on a vu de façon très démonstrative le fait que oui, c'était possible. Et notamment, en fait, ce qui était intéressant, je trouvais aussi, c'était la stratégie qu'ils avaient choisie sur la partie open source. Et ça aide énormément et pousse énormément de ce côté-là. Des Français, que certes aux États-Unis, mais en tout cas des Français qui ont poussé ça. Et là, du coup, ma question, elle est plus sur la partie open source. Il y a un sujet également là-dessus dans le rapport qui traite de la question. C'est quoi un peu les différents points qui sont à prendre en considération là-dessus et qui ont été évoqués? Donc, l'open source, donc la question, il y a plusieurs questions. Il y en a une, c'est est-ce que en rendant des choses open source, est-ce qu'on n'a pas des chances d'être des perdants à ce jeu, parce que qui dit open source dit en gros tout le monde peut l'utiliser, le modifier et puis partir avec. Donc, c'est un sujet que je connais bien, je fais de l'open source depuis très longtemps. Déjà le point de vue du rapport, en fait le mot qu'on aime bien, c'est le mot de commun numérique, plus que d'open source. C'est lié, c'est bien entendu lié, mais le point de vue du rapport, c'est que les communs numériques rendent l'innovation plus forte de façon générale, c'est-à-dire que l'open source, c'est quelque chose qui se fait énormément dans la Silicon Valley, qui se fait beaucoup dans les milieux qui bougent énormément, parce qu'en fait, on mutualise des besoins. Et rendre aussi la France plus forte, parce que qui dit open source dit un objet qui peut être possédé par tout le monde, donc il peut être possédé par la France. Donc, nous pensons que d'investir dans l'open source, c'est une très bonne manière de ne pas perdre notre investissement. On ne peut pas avoir un rachat d'une technologie où non seulement la technologie, mais les cerveaux qui vont avec cessent d'être disponibles, si on a un commun où les cerveaux sont distribués à travers plusieurs acteurs et qui travaillent ensemble. Donc ça, c'est le rêve de l'open source, qu'on arrive à créer ce genre de choses. Donc la notion de commun. Et de ce côté-là, donc si on revient maintenant à l'intelligence artificielle, on a une situation à l'heure actuelle où il y a des modèles de fondation, des modèles préentraînés, qui vont être adaptés et réutilisés. Et donc l'enjeu pour nous, pour les modèles de fondation, c'est de faire en sorte qu'ils bâtissent sur de l'open source à tous les niveaux. Parce que comme ils vont être réutilisés pour de plus en plus d'applications, de plus en plus de réutilisation, de s'assurer que le socle soit open source, ça fait qu'on peut avoir plein de réutilisations, open source ou non, ça va dépendre du business model, mais qui peuvent exister. Donc d'un point de vue stratégie économique, stratégie de développement économique pour la France, ça paraît une très bonne chose. Il y a un sujet qui revient quand même souvent sur l'open source, qui est les dérives qu'il peut avoir. Alors à la fois sur... il y a eu des expériences de pensée qui avaient été faites, notamment sur la partie... médical, virus, biologique, etc. Pour être même beaucoup plus concret aujourd'hui dans les dérives qu'il pourrait avoir. Et il y a la notion de deepfake. Il y a la notion aujourd'hui, une notion aussi que je suis en train d'étudier, qui est la notion plus d'avatar, ou de cloner quelqu'un directement et pouvoir réutiliser son identité. La question même de pollution du web, d'un point de vue textuel, d'avoir simplement des modèles de langage qui tous les jours publient des choses sur Internet, qui recyclent simplement de l'information qui existe déjà, et qu'à la fin ça devienne une sorte de grosse poubelle où les gens regarderont même plus le texte parce qu'ils sauront que c'est pas humain, que ça apporte peu de matière intéressante. Comment est-ce que ça, dans un contexte d'open source, alors déjà, est-ce que l'open source, tu penses, peut amplifier
ce phénomène-là? Et ou, de manière plus générale, comment est-ce qu'on peut contrôler, c'est quoi un peu les différents leviers qu'on a pour contrôler ça? Alors, je suis pas sûr personnellement que, et c'est aussi notre avis dans le rapport, que l'open source soit un très grand modulateur de ça. Ok. C'est-à-dire que si, en gros, tu as une boîte qui te fait de la génération de texte for pay, et ben, t'inquiète pas que les gens ils vont l'utiliser aussi pour créer ce genre de trucs problématiques. Si on essaie de l'interdire, il y aura toujours des gens qui passeront par les trous, quoi. En fait, je pense pas que l'open source soit un énorme différentiel. Notre analyse, c'est que on est sur des technos qui vont beaucoup se démocratiser et dont les coûts vont diminuer et donc ils vont être partout. Bah, là où, quand c'est open source, sous prétexte que c'est open source, on peut peut-être ne pas rajouter de régulation sur le modèle, peut-être. On peut ne pas... je pense par exemple à un exemple très pratique, le cas de reproduction d'une vidéo de quelqu'un. On pourrait imaginer, je crois que Google avait poussé ça avec SynthID, c'était un projet DeepMind avait poussé ça qui permettait de rajouter un filigrane sur les vidéos et les images générées. J'ai l'impression que si c'est une entreprise qui le fait et que c'est fermé, elle pourrait, si elle propose ce service-là, à un moment donné, on pourrait lui imposer de correctement réguler, rajouter ces filigranes, ces watermarks sur les images qui sont générées pour qu'on puisse facilement les identifier et au moins savoir. Lorsque c'est open source, j'ai l'impression qu'il y a un peu du coup cette position de vous en faites ce que vous voulez, on n'est pas responsable. Alors que derrière, on sait que les personnes qui vont réutiliser ce modèle peuvent faire des très bonnes choses avec, des moins bonnes choses, mais ont beaucoup plus de liberté et on a beaucoup moins de contrôle du coup après à ce niveau-là. Par rapport à si c'était fermé dès le départ et qu'on contrôlait un peu la source de génération de ces vidéos, ces images-là pour le coup. Et donc, ce qu'on a là, entre autres, c'est un point de vue faites-moi confiance, on va centraliser dans un très petit nombre d'acteurs, on va blinder des obligations légales, y compris des obligations légales de type copyright qui font qu'en gros, t'as pas le droit de prendre le truc. Et après, ces acteurs vont s'assurer qu'il n'y a pas de dérive, ou au contraire, on va avoir beaucoup d'acteurs. Et ça va être plus dur de s'assurer. Et en fait, il va falloir taper au niveau de l'acteur. Je ne suis pas persuadé, et c'est pas notre lecture, que dans un contexte compliqué comme le contexte planétaire actuel, on puisse facilement dire on va juste faire qu'il y a un petit nombre d'acteurs qui vont bien se comporter. C'est-à-dire que déjà, le petit nombre d'acteurs, tu peux tout à fait en avoir qui se comportent mal. Dans le passé, ça s'est passé sur à peu près tous les sujets sciences et technologies qu'on peut envisager. Et ensuite, on n'est pas dans un marché simple où on peut extrêmement facilement limiter les choses. Donc, en fait, l'argument à mettre en vis-à-vis, c'est l'argument de concentration des pouvoirs. C'est que si on a dit, il y a 3 acteurs qui ont le droit de faire du modèle génératif, eh bien ces 3 acteurs, en fait, ils ont une concentration des pouvoirs absolument gigantesque. Donc ils sont faciles à contrôler, mais c'est eux qui finissent par contrôler les autres. Ouais. Bah, le cas de Gemini en est un bon exemple. Avec ça a fait sourire beaucoup de monde et rigoler beaucoup de monde, mais en vrai, ça illustre parfaitement, j'ai l'impression, ce que tu es en train de dire là, quoi. Mais c'est l'attention de base dont on parle là. Ouais, je me demande même d'ailleurs comment est-ce que ça a pu arriver une telle situation sur Gemini. Je sais pas. En tout cas, moi, je suis personnellement convaincu que... alors, par contre, je suis personnellement convaincu que plus d'acteurs fait qu'on a plus de chances d'avoir plus de points de vue représentés et donc plus de chances d'avoir quelque chose qui convient plus à tout le monde, qui est quand même un sujet très important. Donc de limiter la concentration des pouvoirs, qui est quelque chose de très important. Par contre, les sujets du type deepfake ou pollution du web sont des vrais sujets. Il y a des pistes envisageables. On a parlé du watermarking. Il y a même le sujet en fait de la factualité, de la réalité d'une information. C'est-à-dire que on voit de plus en plus qu'on peut plus faire confiance à une photo. On ne sait pas si elle est générée ou pas. Donc ça m'a fait rire d'ailleurs parce que récemment j'avais vu il y avait c'était ma copine qui m'a envoyé une communication de Macron
Il était en train de faire de la boxe. Ouais. Et quand je l'ai vu, pourtant l'image était vraie finalement, mais quand je l'ai vu, je me suis dit, je sais pas si je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Est-ce que c'est quelqu'un qui l'a généré? Je crois. Au début, j'ai eu un moment donné où j'ai eu ce doute-là. Et j'ai l'impression que c'est le genre de choses qui va se réguler. Enfin, ça va devenir régulier de devoir se poser la question, mince, est-ce que ce que je regarde, est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est faux, quoi. Oui, donc ça c'est un vrai sujet, un sujet absolument énorme où l'IA générative amplifie ce sujet qui est déjà là. C'est déjà extrêmement classique de prendre une photo qui n'a rien à voir, mais qui est plausible, et de dire « Regardez ce qui s'est passé à tel endroit du monde hier », alors que en fait, c'est une photo qui avait 10 ans. Ouais. Mais donc oui, ça va amplifier, et c'est un vrai sujet. Et c'est vrai qu'il rentre dans la conversation de l'open source, et pour moi, c'est un challenge posé à la société par la technologie. Et l'open source ou pas l'open source, c'est une question de concentration des pouvoirs ou non. Et ce challenge existe. Donc, pour certaines personnes, l'important est de développer les contre-mesures d'IA, qui sont capables de vérifier l'information. Il y a des notions de watermarking, il y a des notions de déposer une image à un tiers qui identifie, donc avec des solutions cryptographiques dont on parle un petit peu dans le rapport. Donc, une image est déposée à un tiers qui identifie. Donc, par exemple, l'AFP, l'Agence française de presse, pourrait, ou plutôt un tiers, mais de type AFP, pourrait avoir une banque d'images qui est mise à jour par des gens qui sont accrédités, qui disent, moi, journaliste, j'ai pris cette photo à tel endroit, à tel moment dans le monde, et c'est moi. Et ça, c'est la photo. Et donc après, dès que tu vois une photo, tu pourras avoir ce qui te montre la photo, qui va vérifier. Donc en fait, c'est une manière d'authentifier la véracité de l'information qui est présentée. On pourrait avoir un cryptographe qui nous dit certified, un peu comme sur les OK. Mais bon, on en revient au profil qui peut être authentifié. On en vient qu'en fait, fondamentalement, le sujet, c'est un sujet numérique. Donc l'IA générative l'amplifie, mais c'est un sujet de numérique. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'il y a des solutions sur le texte? Parce que c'est beaucoup plus dur. En tout cas, je sais qu'il y a des méthodes avec du watermarking qui est possible sur du texte, mais lorsqu'on a un texte assez large. Beaucoup plus dur lorsqu'on a du texte plus court. Est-ce que tu as des connaissances sur là-dessus? Non, moi, je connais pas des choses, enfin, j'en connais un petit peu, mais rien de très, 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 très solide. Et on voit bien parce que, de toute façon, quand le texte est court, en fait, le sujet, n'importe qui peut raconter n'importe quoi. Hein. Moi, je peux m'asseoir et puis t'inventer des choses. C'est juste que le coût de moi qui m'assois et t'invente des choses versus un grand modèle de langage, c'est pas le même. Oui, toi, ça te prend du temps de le faire. Voilà. Donc, on en revient sur le fait qu'on a un changement des coûts économiques. Et ça, c'est assez fondamental. Et après, il y a une vraie question, c'est quel est le rôle de l'éditeur? Qu'est-ce que c'est qu'un éditeur? Mais c'est des choses qui ont beaucoup évolué ces 20 dernières années. Donc en fait, on est encore en train de vivre la révolution d'Internet et l'impact d'Internet sur nos vies. Dans le temps où il fallait imprimer quelque chose pour le diffuser, on pouvait pas faire les choses différemment. Donc moi personnellement, j'ai pas du tout de réponse à ça. Je pense que c'est des vrais sujets. Je pense pas qu'il faille les balayer sous le tapis, ne pas en parler. Je pense que le rapport en parle un petit peu, mais je pense que la réponse, elle doit être au niveau de l'adaptation de la société et de tous les pans de la société. Mais par contre, je pense que c'est des vrais sujets. J'avais l'intuition que un futur possible, ce serait qu'on voit tous les individus humains sur Internet se diriger beaucoup plus sur des formats vidéo, notamment à la fois parce qu'il y a un côté plus attrayant dans une vidéo, peut-être plus facile à suivre, mais aussi parce que ce serait un espace plus facile pour repérer que quelque chose est authentique par rapport à quelque chose qui est faux, même si ça aurait ses limites, mais ce serait plus facile dans cet espace-là par rapport à rester sur des blogs ou des articles comme c'était le cas avant. Tu repousses de 5 ans. Tu repousses de 5 ans en fait, parce que à mon avis, dans 5 ans, la génération d'images, de vidéos aura fait suffisamment de progrès. Et il se passe quoi dans 5 ans? Dans 5 ans, on a des vidéos générées qui sont tout à fait plausibles, à mon avis. Donc là, donc c'est ici qu'après on doit reposer sur des solutions de watermarking pour avoir quelque chose de structurellement stable.
Mais je pense qu'on a un sujet. On n'a absolument pas la réponse à ça dans le comité. Et c'est l'un des gros sujets et c'est un sujet qui n'est pas que technologique. C'est un sujet dont la réponse va mobiliser tous les pans de la société. Pour terminer cette conversation, est-ce que tu as... c'est quoi la meilleure chose que tu vois qui pourrait se produire avec l'IA et la pire chose qui pourrait se produire avec l'IA? On va commencer par les choses qui m'inquiètent. Moi, les deux choses qui m'inquiètent le plus, c'est ce dont on a parlé, c'est la perte de la notion de vérité et d'information, qui après a une conséquence sur notre société, et en particulier sur des choix de société, la démocratie. Enfin, c'est extrêmement important. Je pense que derrière ça, il y a la notion de journalisme, la notion d'information vérifiée, et on voit que le journalisme, c'est un métier qui a fondamentalement changé, une chaîne de valeur qui a fondamentalement changé avec Internet et qui va continuer à changer. Ça, c'est compliqué parce que je pense qu'il faut protéger ce métier. La notion d'information vérifiée, c'est quelque chose de crucial. Et vérifier et neutre dans la mesure du possible. Un autre danger que je vois, moi, c'est le danger de la concentration des pouvoirs. Qui dit automatisation dit capacité qu'il y ait moins de personnes qui fassent les décisions et plus d'acteurs, y compris des acteurs autonomes, qui mettent en œuvre. Donc ça, pour moi, ça, c'est des sujets qui sont très réels et très présents aujourd'hui et demain. Sur les choses fantastiques, je pense qu'en fait, on a des choses de notre vie de tous les jours qui progressivement, en fait on s'en rend pas compte, mais progressivement deviennent de plus en plus faciles. Et si on revenait 10 ans en arrière, on serait énervé par la difficulté qu'on a à faire des choses qui de nos jours nous prennent rien comme temps. La communication, l'organisation, et ça va continuer à se passer, de façon de plus en plus perceptuelle, visuelle. Après moi, les choses qui me motivent, personnellement, c'est pas à ce niveau-là. C'est au niveau prise de décision publique, prise de décision individuelle sur des sujets importants comme la santé, l'éducation. Donc ça, la question pour moi, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est des sujets sur lesquels on a besoin de devenir meilleur. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Et non pas en automatisant, mais en aidant tous les acteurs, que ce soit les acteurs non experts, facilitateurs de prise de décision. Voilà. En remontée d'informations utiles. Alors, chaque fois, il faut faire très attention, parce qu'une remontée d'informations, c'est quelque chose qui biaise. On prend. Donc, en échange d'informations, en analyse d'informations plus grandes, ça, c'est les sujets qui me passionnent. Merci Gaël. Merci Thibaut.